Bienvenue sur l'émission Hurrats, l'émission féministe de M24, une émission hebdomadaire où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Aujourd'hui, je reçois une grande dame au parcours exceptionnel. Elle est pharmacienne, militante depuis toujours, activiste dans plusieurs associations féminines et organisations des droits humains. Elle a été élue locale, puis députée, et première chef d'un groupe parlementaire. Elle a été également ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité en 2007. Elle est actuellement présidente du think tank Hurriyet, Awel Hurriyet, depuis 2018. J'ai l'immense plaisir de recevoir Nouzha Sqali aujourd'hui sur Hurrats. Madame Nouzha Sqali, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats sur M24. Bonjour Madame Aïcha Skhri, je suis très heureuse de vous retrouver dans une tribune militante après avoir été brillante dans une autre tribune de presse. Merci. Et permettez-moi de présenter mes sincères félicitations à la MAP et en particulier à Monsieur Khalil Idrissi Hachmi pour cette belle initiative. Et ce n'est pas la première du genre en faveur des droits des femmes et de l'égalité. Vraiment, bravo. Ça sera transmis. Madame Nouzha Sqali, racontez-nous un peu ce parcours. Vous êtes pharmacienne, mais vous êtes aussi militante. Vous êtes d'abord connue en tant que militante. Ça fait plus de 40 ans, si je ne m'abuse, que vous militez pour les droits des femmes, pour les libertés individuelles. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Mais écoutez, je peux vous dire que mon engagement à l'égard de mon pays est un engagement qui précède mon engagement, même mon engagement dans les études de pharmacie, puisque c'est à l'adolescence que j'ai eu une forte conscience de la réalité de mon pays et j'ai pu comparer, juste par mes lectures et mon ouï-dire, ce qui existait en France et ce qui existait au Maroc. Et je m'étais dit que les progrès qui avaient été accomplis par les pays européens étaient le fruit d'un engagement de leur population. Et j'avais pris un engagement très très ferme au fond de moi-même pour me dire toute ma vie je resterai engagée aux côtés de ce peuple marocain, aux côtés de ce pays que j'adore, qui est bien sûr mon pays. Et donc voilà, j'ai commencé mon parcours politique et c'est en même temps que j'ai fait mes études de pharmacie, donc c'était... Mais quelles sont les valeurs que vous preniez? C'était des valeurs de justice, c'était des écoutez, valeurs les valeurs de progrès, de modernité et de justice sociale. Bon, au départ, c'était ça, c'est-à-dire... C'est le moteur. C'était le moteur. Et puis après, sont venues l'égalité, sont venues les libertés. J'ai eu une prise de conscience que la démocratie, la liberté, l'égalité, c'était des valeurs fondamentales. On m'a demandé de commencer à travailler pour les femmes. Bon, j'avais déjà participé à la Marche verte en 1975. Et dans ces années-là, bon, en 1976, j'étais déjà candidate aux élections. Mais en même temps, sur le terrain, je commençais à constater que la réalité des femmes était incroyablement injuste, était incroyablement tue. C'est-à-dire, on n'en parlait pas. C'était un sujet tabou. Et j'étais stupéfaite quand j'ai découvert la condition des femmes, de voir que ces sujets-là n'étaient pas dans la presse, n'étaient pas dans les revues, n'étaient nulle part. Alors justement, vous êtes connue pour avoir milité pour la représentativité des femmes dans la politique. Vous avez vous-même vous vous êtes présentée, je crois, plus de 10 fois avant d'être élue communale, 7 fois pour être députée. À l'inverse, bon, au bout de 7 fois. C'est-à-dire, tout simplement, j'ai commencé à me présenter aux élections en 1976. C'était le retour du processus démocratique après la Marche verte. Et puis, je me suis présentée en 1977 aux élections législatives. Et j'étais l'unique candidate dans tout Casablanca. Et au niveau du Maroc entier, il n'y avait que 8 femmes qui étaient candidates. Et combien sont passées à l'époque? Il y avait zéro. Il y avait 0 femmes. Donc, jusqu'à 1993... on disait que nous étions dans les années zéro des droits des femmes, parce qu'il y avait un code de la famille qui était complètement injuste. Il y avait 0 femme au Parlement, ni au gouvernement, ni nulle part ailleurs. Le Maroc n'avait pas encore ratifié la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes n'était un non-sujet. Donc c'était les années zéro des droits des femmes. Et à ce moment-là, il était question de dire quelle est la priorité dans le mouvement féminin qui était naissant. On se demandait quelle était la priorité. Beaucoup
disait la priorité, c'est le changement du code de la famille. Et moi, Mais vous, c'était plus la politique. Disais, tant que les femmes ne sont pas dans les postes de décision, dans les postes de pouvoir au niveau national et au niveau local, on ne pourra pas changer la réalité. Donc le pouvoir passe par la politique. Donc le pouvoir passe par la politique. Donc c'est devenu ma passion. À toutes les élections, il fallait que je me présente et c'était pas un problème pour moi de savoir si j'allais réussir ou non. Vous tombez, vous relevez. Je disais que je réussissais. On me disait mais tu perds à chaque fois. Je disais non, je ne perds pas, je gagne. J'apprends. Puisque je donne un exemple aux autres filles. J'acquiers de l'expérience, je connais mieux le terrain, je fais passer mes idées. J'avais collecté, si on veut, les arguments pour dire qu'il faut se présenter aux élections pour montrer la pression qu'exercent les femmes, elles aussi, pour accéder au pouvoir. Donc c'est au bout de 7 fois, en 1997, et après 21 ans de candidature, que j'ai été élue municipale à la commune de Sidi Bouliout, parmi 0,3% de femmes élues. Et ce n'est qu'au bout de 10 fois, donc en 2002, et après 25 ans de campagne électorale, ou 26 ans... Que vous êtes enfin députée. Que j'ai été enfin députée, mais grâce à la liste nationale des femmes, qui était aussi le fruit d'un combat au sein de l'Association démocratique des femmes du Maroc en particulier, mais qui avions mobilisé une vingtaine d'associations et de secteurs... non, c'était bien avant le collectif Printemps de l'égalité. C'était un mémorandum que nous avions fait pour appeler à la représentation politique des femmes, et ça datait de 92. C'était en fait tout un programme que nous avions développé pour inciter les femmes à se présenter en politique, pour mieux connaître la politique, etc. Vous êtes une militante, tout le monde le sait, mais vous avez été nommée. Vous avez été nommée ministre du développement social, de la famille et de la solidarité en 2007. Donc, ça a dû quand même faire un changement, parce que vous êtes passé d'un coup d'une posture de revendication à une posture où il fallait prendre des décisions, agir. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été simple pour vous? Est-ce que c'est plus facile de militer ou de décider? En tant que chef de groupe parlementaire, c'était déjà une position relativement de pouvoir, ou disons d'influence, pour pouvoir influencer le contenu de cette réforme. Bien sûr, les grandes lignes étaient tracées par Sa Majesté le Roi, et elles étaient claires et elles étaient soutenues au plus haut niveau de l'État, et c'était formidable. Mais au niveau de la mise en œuvre et des procédures, il y avait aussi des résistances au sein du Parlement. Il a fallu mener des batailles. Oui. Et il a fallu aussi transmettre, si on veut, les revendications du mouvement féminin pour qu'elles puissent se traduire au niveau c'est-à-dire, il fallait, dans la discussion du texte, point par point, il fallait pouvoir porter... En 2007 ou avant? Non, c'était en 2003. C'était en 2003, donc avant la réforme du Code. Non, la réforme du Code de la famille... C'était en 2004. C'est en 2003 qu'elle a été annoncée par Sa Majesté le Roi, le 10 octobre 2003, devant le Parlement. Et cette date du 10 octobre qui est historique, m'était tellement chère que Vous avez proposé que ça soit une journée fériée. Bon, pas une journée fériée, c'était la journée nationale de la femme marocaine. Pourquoi pas fériée? Qui a été décidée par Sa Majesté le Roi. Donc c'était vraiment une date qui était très très importante. Et c'est en 2004 qu'il a été voté à l'unanimité et qu'il a été publié sur le journal officiel, le bulletin officiel, et sachant qu'il y a des mesures d'accompagnement aussi qui ont été... C'est une révolution, disons, accompagnée, portée à bout de bras et conduite d'une façon magistrale par Sa Majesté le Roi. Enfin, c'est incontestable. Et alors, en tant que ministre, de quoi êtes-vous la plus fière et quel est votre plus grand regret? Vous avez été ministre pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 ans? Alors écoutez, d'abord, le fait que j'ai été nommée ministre n'était pas un événement isolé. Ça correspondait à un gouvernement exceptionnel. En 2007, donc le 15 octobre 2007, c'est la première fois, donc avant la constitution actuelle, donc c'est par la volonté de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qu'il y a eu un gouvernement avec 7 femmes membres du gouvernement pour la première fois. Parce que je crois que les auditeurs et les auditrices ne s'intéressent pas uniquement au côté factuel, mais aussi au ressenti. Au début, j'étais complètement impressionnée par la tâche, par l'ampleur de la tâche, et je me disais, mon Dieu... Par où commencer? Est-ce que je vais y arriver? Oui. Ça me paraissait extrêmement difficile, et je me suis dit, mais comment je vais arriver à faire tout ça? Mais par la suite, je me suis rendu compte que j'avais en charge des domaines dans lesquels j'avais beaucoup travaillé dans chacun de ces domaines. Vous étiez à bonne école. J'avais en charge la promotion des droits des femmes, qui représentait 50% de la population. La prise en charge des droits des enfants,
qui représentait 37%, disons divisé par 2 pour prendre les petits garçons, ça faisait en tout 65%, disons, plus les personnes en situation de handicap. Ça veut dire 5%, ça fait 70%. Plus les personnes âgées, plus la lutte contre la précarité et l'exclusion. Donc ça me faisait environ 70-75% de la population. Et je regardais mon budget, je voyais que je n'avais que 0,3% du budget de l'État. 0,3%. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je me posais la question, mais en fait, ce qui est évident, c'est qu'il y a plusieurs autres secteurs gouvernementaux qui ont la charge de la promotion de... Par exemple, pour l'enfance, il y a l'éducation nationale, il y a... C'est une question qui est transversale, normalement. Complètement transversale, mais comment activer cette dimension transversale en faisant travailler l'ensemble des autres ministères? Et c'est ça que je me suis efforcée de faire, à tel point que beaucoup de ministères se plaignaient en me disant « Mais madame, nous ne travaillons qu'avec vous, c'est vous qui nous faites travailler ». Je faisais travailler autour de la question des droits des femmes, je faisais travailler autour de la promotion des droits de l'enfant, je faisais travailler autour des personnes âgées, autour des personnes handicapées, et je leur disais, ben, c'est ma fonction qui veut ça, qui fait que je suis obligée. Donc ça, vous étiez un petit peu le dénominateur commun, en fait, de voilà. tous les autres postes. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai même eu la prétention, et je m'en excuse, de dire que la mission que je fais, c'était une mission carrément de vice-premier ministre. Parce que j'étais tenue de faire bouger l'ensemble des secteurs en faveur de ce 70% de la population. C'est pas faux. Ou 75%. Je dis que c'est une certaine forme de prétention, mais c'était juste pour utiliser une image. Mais par ailleurs, j'ai utilisé un autre levier qui est extraordinaire et qui est fondamental, c'est celui de la société civile. Oui. Mais nous avons un trésor national dont beaucoup de pays rêveraient d'avoir un trésor identique. C'est vrai que c'est une société très active. Une société très active, une société généreuse, citoyenne, qui donne de son temps, qui est engagée, et qui a sa propre vision. On ne peut pas lui demander d'être l'exécutante d'un programme gouvernemental, mais on peut les associer, comme le veut la Constitution marocaine d'ailleurs, dans l'article 12. Les concerter, les faire participer. Se concerter avec eux, les faire participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques publiques, et puis les faire travailler, je veux dire, les faire travailler dans leur propre vision, mais leur donner le nerf de la guerre qui est l'argent. En m'appuyant sur ces deux leviers, alhamdoulilah, je peux dire que j'ai réussi quelque part à impacter la situation de cet ensemble de composantes. Et votre regret ne serait... non, mais je vais vous dire de quoi je suis fière. Vous m'avez demandé de quoi je suis fière. Alors, j'ai noté un petit peu tout ce que vous venez de me dire. Alors, allez-y. Alors, de quoi je suis le plus fière, c'était la question de la participation politique des femmes. Comme vous le savez, j'ai toujours considéré cette question... C'était votre cheval de bataille. ...comme une question levier. Levier pour le reste des problématiques. Et là, dès mon arrivée au ministère, j'ai commencé en mars 2008... J'ai fait une conférence nationale sur la participation politique des femmes, appelée Participation politique des femmes, levier du développement social. Et j'ai fait participer d'autres secteurs ministériels, la société civile, etc., pour réfléchir sur cette question, parce que nous n'avions que 0,5% des élus municipaux qui étaient des femmes. Mais le problème, c'est que dans le monde rural, il n'y a pas de femmes. Enfin, c'était cette hypothèse qui a été soutenue par certains. Ça, c'est comme une compétence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de femmes, les femmes, il n'y en a pas. Alors je dis, ah bon, je suis très étonnée, mais qui a mis au monde ces hommes qui siègent dans les conseils? On m'a dit, non, il y a la pauvreté, il y a l'ignorance, il y a les femmes dans le monde rural, il n'y a pas. Alors j'ai fait une deuxième conférence nationale en juillet 2008, axée sur les femmes dans le monde rural. Vous ne lâchez rien. Levier du développement local, pour montrer tous les rôles que jouent les femmes dans les campagnes, et de dire sans les femmes dans le monde rural ne marcherait pas. C'est elles qui s'occupent des bêtes. Elles sont très actives. C'est elles qui font l'agriculture, c'est elles qui s'occupent des enfants, c'est elles qui vont chercher l'eau. Elles assument énormément de rôles incontournables. Donc j'ai dit, ces femmes-là, il faut leur donner la voix, il faut leur donner le pouvoir. Alors après, il y a eu le projet de loi qui est arrivé. Le projet de loi est arrivé, il ne contenait qu'une disposition minime pour ce qui concerne la représentation des femmes dans les villes, mais rien dans les campagnes. Alors ce qui fait, j'ai dû taper sur la table et j'ai dit, pour moi, c'est impossible de réaliser aucune de mes missions s'il n'y a pas des mesures, la participation des femmes dans le monde rural. Bon, il faut dire, j'ai fait un petit peu... j'ai un peu bloqué, disons, la chose
parce que c'était pour moi insupportable de voir. Donc c'est grâce à vous qu'on a eu finalement ce taux de participation qui a fait un bond en avant. C'est grâce à un effort collectif. Sa Majesté le Roi a joué un rôle très important. Vous êtes ministère de l'Intérieur, les... les partis politiques ont aussi contribué à présenter des femmes, les femmes parlementaires, la société civile. Je les cite avec beaucoup de fierté, le travail qu'elles ont fait. Donc c'était un travail collectif. Mais j'étais placée au bon endroit pour jouer un certain rôle et permettre que les choses avancent. Et par la suite, j'ai pu coopérer avec le ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur, en fait, peut-être ignorait qu'il avait la mission de s'occuper aussi de la promotion politique des femmes. Donc il a considéré quelque part que j'empiétais sur son domaine, mais il s'est lancé aussi dans le travail en faveur de la représentation politique des femmes. On a utilisé la caricature parce que c'est très important pour... et on a fait plus d'une centaine de conférences à travers le pays. Ça, c'est des acquis, je n'en doute absolument pas. Maintenant, 4 ans, ça peut être aussi un peu court. Est-ce qu'il y a des regrets? Je sais que vous avez aussi beaucoup travaillé sur la violence, sur le projet de loi concernant la violence. Et il a été adopté après, en 2016, je pense, par la personne qui vous a succédé. Oui. Il y a quand même un sentiment un peu de déception, non, par rapport à ce qui a été aujourd'hui présenté. Ma grande frustration, c'est qu'en fait, on a eu un mandat qui était amputé. On ne dit pas suffisamment que nous avons vécu le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe. Bon, bien sûr, on s'en est bien sorti grâce aux orientations majeures de Sa Majesté le Roi. La nouvelle constitution. Mais nous, en tant que gouvernement, on a dû gérer. Moi, j'avais mon ministère qui était occupé par les non-voyants qui montaient à la terrasse, qui menaçaient de brûler le bâtiment. Pour vous, c'est quoi la violence? Parce qu'on a tendance un petit peu à la résumer à la violence familiale, à la violence peut-être domestique, ou bien à la violence dans la rue. C'est quoi pour vous la violence? Mais écoutez, c'est pas pour moi. On peut regarder ce que dit l'enquête nationale sur la violence. D'abord, se féliciter des politiques publiques qui nous ont permis d'avoir une enquête nationale sur la violence à l'égard des femmes en 2009 et une deuxième qui a été faite en 2019, qui nous donne vraiment une vision complète sur la violence, qui se retrouve partout, aussi bien au sein de la famille. Bon, dans le dernière enquête nationale, c'est 52% des cas de violence se retrouvent au sein de la famille, entre la violence conjugale, qui représente 52% de ces cas, et entre la violence dans l'espace public, c'est-à-dire le harcèlement sexuel. Mais même maintenant, on le savait, mais on l'apprend de façon sûre, que dans les universités sont infestées, malheureusement, avec tout le respect et la considération que j'ai pour les professeurs universitaires. Ce mouvement-là, MeToo, université, qui défraye la chronique en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis catastrophée, je suis effondrée de voir que des jeunes filles, des compétences, des femmes qui veulent travailler, qui veulent participer au développement de leur pays, qui ont des ambitions, et qu'on casse comme ça leurs ambitions en conditionnant la loi est absolument... Il y a la loi peut-être qui est insuffisante, mais ce qui est pire, c'est qu'il y a la loi du silence. La loi du silence, l'omerta. Mais pourquoi? Alors c'est à cause du code pénal? Écoutez, à cause du code pénal, mais pire encore, à cause de la mentalité de ceux qui mettent en œuvre la loi. Parce que quand vous pensez, par exemple, aux agressions sexuelles et aux viols, est-ce que vous savez que seuls 3% des victimes de viols et d'agressions sexuelles vont porter plainte? Alors pourquoi? Bien, écoutez, quand vous avez un code pénal dans lequel il y a l'article 490 qui interdit les relations sexuelles hors mariage, qui les considère comme étant de la débauche, si on veut de l'fasad, eh bien, une femme qui va porter plainte pour viol et qui n'arrive pas à prouver qu'elle a été violée, elle se retrouve inculpée pour exercice de relations sexuelles hors mariage. Il y a des évolutions sociologiques qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, l'âge moyen du mariage, c'est 32 ans pour les hommes. 32 ans. Et 27 ans pour les femmes. Ah oui. Est-ce que vous savez que 8% des hommes et aussi des femmes arrivent à l'âge de 50 ans sans être mariés? Oui. Est-ce qu'on peut estimer que toute cette population-là va rester sans relation sexuelle? Non, à moins d'être... Et le fait d'établir une interdiction de cette relation sexuelle, en fait, se répercute sur les femmes et non pas sur les hommes. Parce que les hommes, ils ont plusieurs façons de s'en sortir. Alors que les femmes, elles sont toujours impliquées pour faire cette. Elles peuvent tomber enceintes. Oui. Ou bien elles peuvent être agressées. Des mères célibataires. Les mères célibataires, elles peuvent être agressées, elles peuvent être
mères célibataires, elles peuvent... Donc en fait, la loi condamne l'amour, si j'ose dire, c'est-à-dire pénalise les relations sexuelles entre adultes majeurs et consentants, et en fait ne défend pas les femmes qui sont victimes de violences comme le viol, par exemple, où il est très difficile d'apporter les preuves. Je suis d'accord avec vous pour le viol, mais je veux vous dire pire, la loi jusqu'à présent, et la pratique, c'est la pratique, permet d'agresser sexuellement en toute légalité une jeune fille de 14 ans ou de 15 ans. Comment ? Parce qu'ils font le mariage par la Fatiha. D'accord. Et le mariage par la Fatiha n'est pas pénalisé. Donc ce qui fait quand mais le mariage des mineurs, normalement, est censé être interdit, ou en tout cas soumis à l'autorisation du juge. Oui, mais il n'y a aucune sanction. Quand il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'interdiction. Quand un monsieur de 50 ans, déjà marié avec des enfants, va prendre une jeune fille dans la campagne qui a 15 ans, 14 ans, 16 ans... Tout le monde trouve ça normal. Et qu'il fait la Fatiha avec elle, eh bien, ils font la fête. Et ils disent, voilà, ils sont mariés, il a donné 3000 dirhams ou 2000 dirhams, ou peu importe combien il a donné à la famille. Et puis voilà, tout le monde, personne ne dit rien. Donc voilà, et si jamais les autorités s'en mêlent, il ne va pas être en prison, il a fait la Fatiha. Alors qu'un homme avec une femme de 24 ans ou de 25 ans consentant, eh bien, il suffit qu'il soit dénoncé ou que quelqu'un... Ah, ça c'est très rapide par contre. Ils sont très rapides et ils vont venir. Donc ce qui fait, arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons les tabous sur ce qui concerne le mariage précoce, sur ce qui concerne la polygamie, sur ce qui concerne le mariage illégal, parce que le mariage par la Fatiha n'est pas un mariage légal. Malgré la sacralité de la Fatiha, il ne faut pas mêler la Fatiha. Comme je dis, la Fatiha, elle est innocente de ce crime qui est commis contre les enfants. Il s'agit de pédomariage, il s'agit d'un mariage pédophile, mais qui est camouflé par la Fatiha, qui fait qu'il n'y a pas de sanction. Alors, il n'y a pas de sanction, donc ça continue. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, on a l'impression que tous ces combats, toutes ces luttes sont un petit peu mises en veilleuse. Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est une impression. La société civile qui a été absolument admirable pendant les années 80, 90, jusqu'en 2004, 2005, on a l'impression qu'un peu... On a beaucoup parlé d'application, mais ça n'a plus été porté. Tous ces combats, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus portés comme avant. En revanche, on a une nouvelle génération, ce que j'appelle les militantes 2.0, qui sont sur la toile. Quel regard portez-vous sur ces militantes et est-ce que vous pensez que c'est efficace? Est-ce que le web est un outil ou est-ce que c'est une agora où on peut parler? Est-ce que ça résonne suffisamment? Quel est votre sentiment? Écoutez, moi je voudrais d'abord rejoindre l'hommage que vous avez fait au mouvement féminin historique qui a joué un rôle extraordinaire. Mais je voudrais dire que ce qui nourrit un mouvement de lutte, c'est aussi les victoires qu'il remporte. Absolument. Et c'est aussi l'écoute qu'on lui accorde. Mais on peut constater que pendant ces 10 dernières années, où nous avons malheureusement vécu une régression à l'égard des droits des femmes, il y a eu un recul. Il y a eu un recul incontestable et une régression, ne serait-ce que sur le plan culturel, malgré les avancées qu'il y a eu par ailleurs. Bien, pendant cette période-là, le mouvement féminin n'a plus eu droit au chapitre. N'a plus eu droit au chapitre. La deuxième génération, si on veut, la nouvelle génération d'associations, je les regarde aussi avec beaucoup d'affection et beaucoup la fraîcheur est importante aussi la fraîcheur dans les est combats. Importante et on voit des mouvements innovants qui vont utiliser l'art, qui vont utiliser la culture, qui vont utiliser pour certains Mesaktesh, Zanqa Dielna, Zanqa la violence. Donc c'est une nouvelle forme de militantisme. Oui, Hadi Meshirojola, bon, c'est des podcasts, d'autres formes de combat qui sont innovants, mais qui se basent aussi sur l'apport de ce mouvement historique. Donc je ne crois pas qu'il y a un remplacement. Non, je n'ai pas dit un remplacement, j'ai dit juste... ce n'est pas face à l'échec. C'est pas une rupture. C'est pas une rupture, c'est une continuité et il y a un sentiment de coopération, d'affection, de respect mutuel et d'estime qui fait qu'il y a une intégration entre ce qu'on appelle les associations historiques, et elles méritent ce terme d'historique parce que c'est une action historique. Et puis, elles ont fait le vrai terrain. Elles ont fait le terrain, mais ceux-là aussi font le terrain, mais avec une nouvelle génération, avec de nouvelles méthodes que nous ne savons pas utiliser. On est très faibles. Oui. Donc c'est bien de créer des liens entre ces... De créer des liens, et le lien, je sens que le courant passe très très bien, il y a une estime mutuelle. Je n'ai jamais ressenti
de sentiment de rejet, ni de la part du mouvement historique vers la nouvelle génération d'associations, ni l'inverse. Et ma dernière question, Madame la ministre, comme je vous appelle, qu'est-ce que vous pensez de la liberté? Quelle est la définition de la liberté selon vous? Parce qu'on a parlé justement de ces débats, de ces sujets tabous. C'est quoi la liberté? Et est-ce que vous êtes vous-même une femme libre? Est-ce que vous vous sentez libre? Écoutez, moi je crois que la liberté, c'est l'essence de l'être humain. Parce que nous sommes nés dans notre peau à nous tout seuls. Et chacun de nous doit avoir conscience que chaque personne vit dans son corps. Et par conséquent, sa liberté, c'est d'être libre de son corps et de sa personne. Et de choisir le destin qu'elle veut. Et de lui donner les moyens de choisir, d'avoir la liberté de choisir. Alors oui, je me sens une femme libre. Parce que je fais les choses dans lesquelles je crois. Vous n'êtes pas sous le joug d'une autre personne? Je ne pourrais jamais supporter d'être sous le joug. J'ai eu une malchance et une chance dans la vie. Je ne peux pas dire que c'est une chance, mais j'ai eu la malchance de perdre mes parents très jeunes. J'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans et j'ai perdu ma mère quand j'avais 23 ans. Je ne peux en aucun cas dire que c'est une chance. Mais dans cette malchance, ça m'a permis de me forger et de faire ma vie, en quelque sorte, de la façon dont je la conçois moi-même. Donc, la principale richesse dont je dispose, c'est ma liberté et j'essaie de l'utiliser au mieux au service des autres. Je vous remercie infiniment pour votre présence sur Horat. Merci beaucoup à vous de me recevoir. D'avoir bien voulu répondre à ces questions. Je sais que nous avons encore beaucoup de sujets à évoquer et je suis sûre que nous allons nous retrouver prochainement pour évoquer d'autres problématiques concernant les femmes, l'égalité, parce que là, le temps nous manque et on a envie Bien, écoutez, je vous souhaite plein succès à vous et à votre chaîne M24 qui, j'espère, aura beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission sur M24. Vous pouvez également la voir, la revoir, nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bonne continuation des programmes sur M24. À la prochaine.